Donc ces petits rappels étant faits sur ce qu'est un comportement, ses contextes d'apparition, ce qu'il déclenche et ce qu'il maintient, on va revenir sur nos comportements défis. Alors, qu'est-ce qu'un comportement défi ? C'est-à-dire à partir de quand un comportement peut être considéré comme problématique. Ça va être important dans le sens où pour qu'on décide de se dire ok, c'est un comportement problématique et on va travailler pour qu'il diminue, il faut bien se mettre d'accord sur le fait qu'il soit problématique. Donc il y a plusieurs critères qui peuvent nous y aider. Donc déjà, un comportement peut être problématique parce que sa topographie, c'est-à-dire sa forme, la manière dont il s'exprime, ne correspond pas à la norme. C'est l'exemple c'est par exemple les stéréotypies. Je veux dire, une personne qui peut avoir des comportements répétitifs, inhabituels, dans des lieux où on ne s'y attend pas, et ça peut être problématique. Je ne dis pas qu'une stéréotypie est un comportement problème en soi. Tout est une question de contexte d'apparition. C'est-à-dire que si la personne elle fait ça dans sa chambre et qu'elle est seule, ça ne va pas être problématique. Par contre, si elle est censée prononcer un discours devant des gens et qu'elle a des gestes inattendus, ça peut en tout cas poser question. Après, c'est vraiment une question de normes et d'acceptation et de regard de la société, parce qu'on pourrait aussi se dire, mais ces personnes, elles ont des stéréotypies, c'est à l'opinion publique, entre guillemets, de dire que c'est quelque chose qui existe, que des personnes autistes peuvent avoir des comportements de ce type, et qu'il n'y a rien de grave, et que donc on les tolère, et point. Et donc c'est vraiment des questions de normes sociales. Ensuite, un comportement, il peut être problématique parce que sa fréquence, elle est trop élevée. Donc, il n'est pas problématique en soi. Par exemple, en classe, des bavardages, je crois qu'à peu près, je peux m'avancer que tous les élèves ont déjà bavardé dans leur vie. Par contre, si c'est un petit bavardage de temps en temps qui n'interrompt pas le fait que l'enfant il a un apprentissage, qu'il écoute, qu'il ne perde pas le fil, etc., là, le comportement, il n'est pas problématique. Si la personne, elle s'engage sans cesse dans des bavardages, l'enfant s'engage sans cesse dans des bavardages, ça devient problématique parce que pendant qu'il est en bavardage, il n'est pas en apprentissage, il n'est pas en écoute de ce que raconte l'instit. Donc, pareil, un refus d'un enfant. Bien sûr que n'importe quel enfant, il a le droit de refuser une activité, de manger quelque chose, de donner la main à un autre camarade, si c'est occasionnel. Et si ça reste, ok, il a un petit refus, il a bien le droit d'avoir des petits choix dans sa vie. Par contre, si les refus sont systématiques, là, ça devient problématique parce que ça bloque le déroulement des activités. Ça peut également bloquer, en fait, les processus d'apprentissage. Auquel cas, dans ce cas, en fait, c'est la fréquence qui devient problématique. Voilà. Et en fait, en gros, le critère pour dire que la fréquence devient problématique, c'est le fait que ça interfère avec le développement de l'enfant et l'engagement dans des apprentissages, en gros. Ensuite, un comportement, il peut être problématique parce que la topographie n'est pas acceptable par la société tout court. C'est pas des questions de normes, c'est, je pense, que n'importe quel comportement de destruction de matériel n'est pas acceptable, en fait. Donc, que ce soit casser ses jouets dans sa chambre ou casser des choses en public, dans tous les cas, ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables. Et donc, ça ne met pas la personne en danger, ce n'est pas une question de mise en danger de la personne ou d'autrui, mais c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas accepter. Pareil, des cris à assez peu de contexte, ça peut être, on va dire, ça peut être acceptable dans des cours de récréation, mais il y a quand même assez peu de contexte pour que des cris stridents soient acceptables. Cracher, peut-être sur un stade de foot, ça peut être acceptable, mais pareil, il y a assez peu de contextes dans lesquels c'est un comportement acceptable. Et puis enfin, en fait, le comportement, et là, c'est, on va dire, les comportements défis les plus graves et qu'il faut traiter en priorité, c'est quand le comportement, en fait, il est agressif envers la personne elle-même. Dans ce cas-là, on parle d'automutilation, ou envers d'autres. Donc des agressions, ça peut être des coups de pied, des morsures. Envers la personne elle-même, ça peut être également des morsures, ça peut être se taper la tête ou une autre partie du corps, s'arracher des cheveux, des cils. Il y a beaucoup de manières
qu'un comportement se manifeste, une automutilation se manifeste, mais dans tous les cas, ça va être... en général, il n'y a pas de... Le consensus est facile, hein. Il y a assez peu de difficultés à se mettre d'accord sur le fait qu'une automutilation ou une agression soit un comportement défi et qu'il faille le traiter. Par contre, dans d'autres cas, autres que les agressions, le consensus, il n'est pas forcément facile. Et ça fait référence, comme on vient de le voir, à la norme du lieu, à la norme des personnes, à la tolérance des personnes, et on peut se retrouver dans des cas où on n'est pas forcément d'accord sur le fait que ce comportement il soit problématique ou pas. Il y a des lieux qui impliquent qu'un comportement peut être problématique ou pas. Par exemple, ça peut être accepté en famille, que les gens se coupent facilement la parole quand ils parlent et que ça pose pas de problème. Par contre, en classe, si l'élève coupe incessamment la parole à l'instit, ça va pas être acceptable parce que ça va dérouler le cours de la leçon et donc ça va être considéré un comportement problématique dans ce contexte scolaire. Après, on a d'autres cas où c'est plus gênant parce que, par exemple, un comportement il peut être considéré acceptable par maman, mais pas par papa. Auquel cas, on va dire il y a un des deux parents qui va essayer de se battre pour que ce comportement n'apparaisse pas, pendant que l'autre va le tolérer. Et il va y avoir un environnement incohérent par rapport à un trouble du comportement, et ça va être d'autant plus difficile de le régler. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, quand il y a des problèmes de normes, de définir oui, c'en est un, non, c'en est pas un, il faut bien sûr se réunir avec les personnes autour de l'enfant qui sont confrontées à ce problème, et puis aboutir à un consensus, oui on le considère ou non on le considère pas, et des individualités, même si elles sont pas forcément d'accord alors que la majorité l'est, ne devraient pas en fait, on va dire, s'attaquer toute seule à ce trouble du comportement parce qu'elle va juste créer une intervention incohérente et ça va être souvent plus déstabilisant qu'autre chose pour l'enfant. À moins qu'on crée un contexte particulier dans lequel elle met en place son intervention et que c'est très contextuel. Mais sinon, si c'est quelque chose de global, c'est important de se mettre d'accord en amont. Alors, comme tout un comportement défi, donc on l'a vu, c'est d'abord un comportement. Et donc, comme tout comportement, il doit être défini de manière objective. Donc, pareil, pas d'intention, pas se mettre dans la tête de la personne alors qu'on ne sait pas, mesurable, observable, donc décrire ce que l'on voit, et puis pour nous permettre de le repérer. Ça va être la première étape, c'est qu'on se mette d'accord sur une définition objective et sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est-à-dire que quand on le voit, tout le monde dit oui, quand on voit autre chose que ce qui a été défini, tout le monde dit non, ça n'en est pas un. Donc ça, c'est la première étape. Pour le repérer, donc en fait, il faut déjà définir sa forme. Donc, est-ce que ce sont des cris, des pleurs? Est-ce que c'est je me jette par terre? Enfin, voilà, le comportement, il a une forme globale. Ensuite, on va définir sa dimension pertinente. Donc, si on part de l'intensité, j'ai repris quelque chose qu'on avait fait pour un enfant qui se tapait la tête. On cotait en 1, 2, 3. Donc 1, il se tapait, ça ne laissait pas de marque. Il se tapait du coup le front, ça ne laissait pas de marque. 2, le cou laissait une marque rouge. Et 3, donc le cou laisse une marque rouge plus un gonflement. Donc c'était notre manière de coter l'intensité des troubles. Et puis, il faut aussi définir les comportements qui sont, on va dire, ce qu'on appelle proches mais exclus. Par exemple, si l'enfant il fait ça avec sa main, est-ce que c'est aussi considéré se taper la tête ou pas? Ça peut l'être, mais on peut aussi se dire non, on se concentre sur le fait que l'enfant ait tapé sa tête contre une surface autre qu'une partie de son corps. Dans ce cas-là, on le définit comme tel et on exclut le fait qu'il tape sa tête contre une autre partie de son corps. Ça va être, on va dire, les 3 paramètres importants pour définir. Donc la forme, la dimension, et puis le continuum sur cette dimension, et puis les comportements proches mais exclus. Alors, à nouveau, on va faire un petit quiz comme on l'avait fait pour savoir si c'est un comportement défi, donc c'est-à-dire un comportement, parmi les exemples suivants. Donc taper.
taper est un comportement, hein, on peut l'observer, on peut en mesurer une fréquence, éventuellement une intensité, éventuellement même une durée, hein, si le comportement a une fréquence élevée. Ensuite, être passif, qui peut être problématique, hein, puisque un élève en classe qui ne s'engage pas dans les tâches qu'on lui demande, ça peut être problématique. Donc ce n'est pas un comportement, puisque c'est un état, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, je crois que c'était être pensif. Voilà, être passif, il faut décrire plutôt que c'est quand une tâche est présentée, l'enfant ne s'engage pas. Enfin, on peut le définir en problème de latence, par exemple, le fait qu'il y a une tâche qui est présentée et puis il se passe un temps énorme avant que l'enfant s'engage dans la tâche. Ou alors le définir comme un problème quand l'antécédent est présenté, le comportement ne se produit pas, auquel cas c'est peut-être un enseignement qu'il faut, un enseignement du comportement. Ne pas initier une activité. Donc voilà, je pense vous être rodé à l'exercice. Ce qui est négatif, un non-comportement n'est pas un comportement, donc ça n'est pas un comportement. Se mordre. Facile, ça en est un, c'est comme taper, on peut le voir, on peut le mesurer. C'est objectif. Vouloir tirer les cheveux d'un camarade. Il y a un petit piège. Donc ce n'est pas un comportement défini dans le sens où vouloir implique une intention qu'on ne connaît pas et que quand on définit de manière objective et non subjective en se disant je pense qu'il veut que, et non juste peut-être il a eu un comportement, décrire le comportement d'approche qu'il a eu s'il n'a pas réussi, mais pas d'intention. S'en prendre aux filles. Idem, c'est pas un comportement dans le sens où ça regroupe sans doute un certain nombre de comportements. On peut dire par exemple que l'enfant en cours de récréation s'approche des groupes de filles et tire les cheveux, tire les habits, donne des coups de pied, je ne sais pas. Mais on va s'en prendre aux filles, c'est trop flou. On ne peut pas partir de cette définition pour se dire oui, je suis d'accord, j'ai vu une occurrence de ce comportement ou non, je ne l'ai pas vu, parce que c'est pas clair. On ne sait pas ce que ça inclut, ce que ça n'inclut pas. Parler en même temps que l'institutrice. Oui, c'est un comportement parce que on peut bien... C'est observable, hein, c'est-à-dire pendant les épisodes pendant lesquels l'instit parle, est-ce que l'enfant parle ou pas, pendant combien de temps, à quelle fréquence, on peut le mesurer. Et enfin, faire le pitre. Faire le pitre, ça pose le même problème que s'en prendre aux filles, c'est-à-dire que ça recouvre un certain nombre de comportements qu'il faut définir. Faire le pitre, est-ce que c'est faire des grimaces? Est-ce que c'est répéter ce que dit l'instit? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est tout ça, en fait, hein? Ça peut être un ensemble de... On peut définir une classe de comportements problématiques sur laquelle on souhaite travailler. On le verra justement dans la définition fonctionnelle des comportements.